Nouvelle masterclass sur Go Entrepreneur. On va parler création de sites d'e-commerce, aspect marketing, juridique, comptable et fiscaux. C'est un vrai sujet, vous le savez. La transition digitale bouscule tous les modèles économiques. Le marché du e-commerce s'est trouvé stimulé par la crise sanitaire. C'est le canal de vente de la transition numérique. Les principes sont différents dans ce monde digitalisé. Les règles changent selon les usages de consommation. Vous allez le voir avec cette nouvelle masterclass. Elle vise à vous informer sur les nouvelles tendances du marketing, les évolutions comptables, les impacts fiscaux et bien sûr aussi les règles juridiques. On en parle avec deux personnes qui alors vont nous éclairer et ils ont bien potassé leur sujet. On les remercie d'être là. Cyril de Grillard, expert comptable, bonjour. Bonjour et merci. Merci de m'avoir invité pour cette masterclass. Et vous êtes venu avec Étienne Barrier, chef d'entreprise Unique Production. Bonjour, merci également. Merci, c'est à vous, Cyril. Eh bien oui, merci pour cette invitation. Effectivement, quand on parle d'e-commerce, eh bien on va parler de plein d'éléments. On va parler par exemple de dropshipping, on va parler de FBA, on va parler de marketplace, on va parler de MOS, de HOS, on va parler peut-être également de m-commerce et puis d'un environnement digital, c'est-à-dire à la fois d'un environnement physique et digital. Alors je suis ravi d'être avec vous ce matin. Je m'appelle Cyril de Grillard, je suis expert comptable sur Paris et je suis entrepreneur comme vous puisque j'ai une équipe de 4 personnes qui travaillent avec moi. Alors un expert comptable, ça sert à quoi? Eh bien l'objectif est d'aider les entrepreneurs dans la création, le développement de la compta, de la fiscalité et le développement des entreprises. Alors je suis ravi ce matin de retrouver mon ami Étienne Barrier, avec qui j'ai déjà fait énormément d'animations. Eh bien Étienne, je te laisse te présenter. Merci. Effectivement, je suis également entrepreneur et donc j'ai mon entreprise Unique Production. Et comme beaucoup d'entrepreneurs l'année dernière en 2020, on a lancé aussi notre site e-commerce. Alors j'accompagne les clients qui ont aussi des sites e-commerce et donc se lancer soi-même dans le site e-commerce, ça requiert pas mal d'informations déjà en amont. Et puis tout d'abord, c'est un projet marketing et c'est un projet commercial. Donc le but c'est de vous donner des informations pour que vous soyez un petit peu au courant de ce qui se passe. Il y a sûrement des mots techniques, mais le principal c'est que vous ayez une vue d'ensemble de comment est-ce qu'on va faire pour créer son site e-commerce. Et d'ailleurs, Étienne, alors tu sais que je suis expert comptable, donc j'aime les chiffres. Est-ce que tu aurais peut-être un premier chiffre à donner aux personnes qui nous écoutent, peut-être sur l'e-commerce en France, éventuellement? Comment est-ce qu'on se positionne aujourd'hui ? Alors sur l'e-commerce, comme en 2019, on a fait plus de 200 000 créations de sites e-commerce, donc c'est assez énorme. Ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas du tout dedans, qui se sont lancées, donc peut-être qu'il n'y a pas forcément les bonnes informations, donc c'est important, plus de 200 000 créations, on dépasse le milliard de chiffre d'affaires, et surtout, en fait, il y a plus de 55% des vendeurs français qui vont exporter à l'international, donc ça peut être sur nos voisins européens, mais ça peut être aussi partout dans le monde. Et ça, c'est hyper important, Étienne, que tu soulignes ce point-là, parce que vendre à l'international, c'est-à-dire qu'on est potentiellement une toute petite entreprise, et d'ailleurs, l'écrasante majorité des entrepreneurs e-commerce sont des toutes petites entreprises, et pas forcément sur Paris ou des grandes villes. Il y a beaucoup de e-commerçants qui travaillent également dans des petites villes, dans des petites agglomérations. Donc c'est extrêmement important, puisque on est finalement une toute petite entreprise qui va vendre à l'international comme une grosse boîte. Et donc, ça va avoir des impacts. Alors, on va en parler sur le marketing, sur la comptabilité et puis aussi sur la fiscalité, notamment en matière de TVA. On va en parler tout de suite après. Mais commençons peut-être par le commencement, puisque quand on va créer un site internet, eh bien, il va falloir avoir une stratégie. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus, et notamment cette stratégie marketing qui va devenir une stratégie commerciale ? Tout à fait. Alors effectivement, donc c'est une stratégie marketing. Il faut se dire que finalement, ce site e-commerce, on n'est plus le seul vendeur du bien qu'on a ou du service au coin de la rue. On se retrouve sur Internet, donc potentiellement en compétition avec déjà la France entière et même pourquoi pas l'international. Donc déjà, il faut travailler un petit peu sur les chances du succès et donc voir un petit peu comment se place la concurrence par rapport aux produits ou services que l'on va vendre et du coup se demander comment est-ce qu'on peut se différencier. C'est extrêmement important de pouvoir déjà avoir un positionnement qui va être différent. Ça peut être par rapport à la gamme de prix qu'on va avoir, qui va être
on peut dire on va être les moins chers, on va être les plus chers, etc. Il faut le justifier. On peut aussi avoir un service qui soit différent, qui soit premium. On peut avoir un service qui soit entièrement en ligne. Tu parles de digital aussi, on peut avoir un retrait. Le click and collect a complètement explosé l'année dernière. Donc ça, c'est très important de pouvoir trouver son business model et son positionnement qui soit aussi marketing pour que par rapport aux milliers d'offres qui existent, on arrive à nous différencier et à se rappeler de nous. Ensuite, on va aussi devoir penser sur son site à une volumétrie, la gestion des stocks, à la gestion de comment est-ce qu'on va créer son inventaire, est-ce qu'on a des stocks en interne, est-ce qu'on a des stocks tampons, est-ce qu'on passe tout sur Amazon qui peut par exemple préparer lui-même les envois et en fait du coup nous on n'a plus de tout à s'occuper de ce genre de choses. Donc c'est extrêmement aussi important de pouvoir se positionner en amont, de pouvoir réfléchir avant de lancer son site e-commerce sur comment est-ce qu'on va gérer. Parce que si on a une très forte demande, ça demandera de la main d'œuvre, ça demandera du temps qu'on n'a pas forcément. Donc c'est important de pouvoir faire le rapprochement. Effectivement, quand tu reparles de volumétrie, je rebondis rapidement sur ce point, avec notamment Amazon ou d'autres marketplaces, places de marché, qui vont gérer ces stocks. Eh bien, ça s'appelle le FBA, Fulfillment by Amazon, par exemple. Exactement. Et donc est-ce qu'on passe par une externalisation ou est-ce qu'on le fait en interne? Donc c'est extrêmement important. Une autre chose aussi sur laquelle on doit être particulièrement vigilant, c'est le parcours consommateur. Le parcours consommateur, il va être sur deux choses différentes. D'abord, on peut parler de l'UX, qui va être l'expérience utilisateur, la personne qui va être sur son site internet, qui va pouvoir avoir quelque chose, une expérience qui va être fluide. Il faut se dire aussi qu'on a plus de la moitié des personnes qui consomment internet, qui vont sur internet via leur téléphone portable. Et donc, il faut que le site soit adapté au téléphone portable. Et selon même les populations auxquelles on s'adresse, les plus jeunes notamment, on va être sur des 70-80%. Et donc, il faudra plutôt penser d'abord sur Internet par rapport au téléphone portable et ensuite l'adapter sur un ordinateur. Donc, c'est extrêmement important déjà de voir ce parcours utilisateur. Comment est-ce que la personne va aller sur cet Internet et que ce soit simple d'acheter, simple de pouvoir rentrer ses informations, pouvoir cliquer sur le panier, etc. L'autre chose dans le parcours consommateur qui est extrêmement important aussi, c'est de pouvoir voir qu'est-ce qu'on peut lui proposer. Est-ce qu'on peut aussi faire du cross-selling, du upselling? Et donc ça, ce sont des termes un peu techniques, mais tout simplement qui vont dire, par exemple, est-ce que je peux lui proposer, il veut acheter un ordinateur et je lui propose la gamme supérieure en disant, c'est bien ce que vous achetez, mais avec ça, ça sera encore mieux pour faire vos photos, vos vidéos, etc. Ou alors on peut avoir le cross-selling, on dit, vous avez acheté un ordinateur, moi je vous propose en plus d'acheter, si c'est un ordinateur portable, la petite pochette pour le voyage, pour bien le protéger. Et donc c'est aussi important d'imaginer en amont qu'est-ce qu'on peut faire pour en fait augmenter le panier moyen, donc le prix d'achat moyen du consommateur. Une dernière chose aussi, c'est de toujours penser à un site internet qui va être évolutif. On n'imaginait pas, il y a encore 1 an et demi avant le confinement, que finalement on aurait tous besoin d'avoir un site e-commerce. Et du coup, peut-être qu'on a été bloqué. On a dû recréer un site. Donc c'est très important lorsqu'on va créer son site de pouvoir imaginer l'avenir et se dire qu'il faut qu'il soit possiblement évolutif et voir aussi suivre les tendances. C'est hyper intéressant ce que tu nous dis là, mon cher Étienne, parce que ça me fait penser à un concept qui est hyper important pour tous les entrepreneurs, que ce soit de l'e-commerce et même de manière beaucoup plus globale. C'est le principe du business model. Et donc j'invite tous les entrepreneurs qui nous écoutent ce matin à faire un tour justement sur ce concept-là du business model et notamment le business model Canva. L'objectif, c'est quand on est dans ce projet marketing et ce projet commercial, c'est de mettre en place, de remplir ce business model Canva qui est extrêmement intéressant. Vous allez voir sur Internet, il y a énormément de modèles de business model Canva et ça répond notamment à ces 4 questions dont tu nous parlais ce matin. Complètement. Alors là, je propose qu'on fasse une petite pause sur le projet marketing. On va passer à la comptabilité parce qu'aussi des choses extrêmement importantes. Et donc là, c'est toi l'expert qui va pouvoir nous illuminer à ce sujet. Et c'est important aussi de pouvoir avoir les bonnes informations avant de se lancer. Ben oui, alors c'est vrai que la comptabilité, passons à la partie amusante, j'ai envie de dire, de cette masterclass. C'est ma préférée. Parlons de comptabilité. Je sais que tu aimes les chiffres, aussi, parce que tu es entrepreneur, donc tu as besoin. Et du coup, sur les techniques comptables et fiscales, le premier point, c'est de bien pouvoir gérer les dépenses. Gérer les dépenses, peut-être la dépense la plus importante, quand on est un e-commerçant, c'est bien entendu le site Internet. Le site Internet qu'il va falloir imaginer comme un investissement sur le moyen, sur le long terme. Un investissement comptablement.
ça veut dire que ça va être une immobilisation. Une immobilisation, ça veut dire que comptablement, on va pouvoir répartir et étaler la charge sur 3 ans. C'est à peu près 3 ans, hein, de manière générale. En même temps, c'est assez logique. Un site e-commerce qui a plus de 3 ans, il commence à être un petit peu vieillissant. Donc, c'est assez logique qu'on puisse l'amortir sur 3 ans. Néanmoins, il va falloir faire attention justement sur cet amortissement et sur cette immobilisation de ce site internet, puisqu'on ne va pas pouvoir tout immobiliser. Par exemple, ce qu'on appelle les dépenses préalables, les dépenses qui sont avant la création du site, eh bien ça, on ne va pas pouvoir l'immobiliser. On va pouvoir immobiliser uniquement eh bien, la création effective du site internet. Là encore, eh bien, quand on a un site internet, on va pouvoir soit le créer soi-même, soit le faire créer par quelqu'un. Alors si on le fait créer par quelqu'un, c'est pas très compliqué, on a une facture, on a le montant de la facture, c'est ce qu'on va pouvoir immobiliser, on va pouvoir estimer de manière fiable le site internet. Là où ça devient un tout petit peu plus compliqué, eh bien c'est quand vous créez vous-même votre site internet. On va pas pouvoir faire nombre d'heures de création fois un taux. Là du coup, évidemment, on sait très bien hein, que créer un site internet c'est extrêmement long et donc du coup la valorisation serait pas forcément hyper efficace. Donc il va falloir mettre en place des méthodes d'évaluation du site internet pour pouvoir apporter le site internet dans la société que l'on va créer. Dans les dépenses, ensuite, eh bien, il y a ce qu'on appelle les dépenses d'exploitation. Quand vous allez continuer à faire évoluer, faire avancer le site, on parle par exemple du nom de domaine que l'on va pouvoir mettre dans les dépenses de la société e-commerce. On va pouvoir mettre toutes les dépenses d'aménagement, les vidéos, les photos que l'on va créer à l'intérieur, tout ce qui est administration, etc. Toutes ces dépenses-là, eh bien, vont évidemment pouvoir rentrer dans le site internet. Donc ça, c'est pour la gestion des dépenses. Tout ce qui est en lien direct avec l'objet de ce site e-commerce, eh bien, va pouvoir rentrer dans les dépenses. D'ailleurs, je rebondis sur un point qui est important et peut-être sur un élément de langage qui est extrêmement important sur l'e-commerce. L'e-commerce, ce n'est pas un secteur d'activité. L'e-commerce, c'est un canal de vente. Alors pourquoi je précise ça? Parce que c'est vraiment important. C'est pas un secteur d'activité puisqu'en e-commerce, on peut vendre tout ce qu'on veut. On peut vendre des biens, des produits, on peut vendre des services, des prestations, etc. Donc ce n'est donc pas un secteur d'activité, mais un canal de vente. Donc c'est vraiment important de bien avoir cette notion-là en tête, puisque quand on fait de l'e-commerce, il va falloir respecter de base les règles de droit commun qui s'appliquent à votre secteur. Donc si vous voulez faire par exemple de l'e-commerce en pharmacie, eh bien de base, il va falloir respecter tous les principes de droit commun liés à la pharmacie. Donc c'est important que vous ayez bien cette notion en tête. Pourquoi c'est important? Eh bien, c'est pour le point suivant également, dans le suivi des ventes. Le suivi des ventes, un conseil, c'est de mettre en place ce que l'on appelle une comptabilité séparée. Comptabilité séparée en fonction des différentes typologies de chiffre d'affaires que vous allez mettre en place. Par exemple, si vous avez une boutique physique et à côté un site e-commerce, ce qui se développe depuis les derniers mois de manière énorme, exponentielle, eh bien, il va falloir créer des comptes sets, pour parler comptabilité un petit peu, des comptes sets différents par typologie de canal. Et puis, ce que je vous conseille également, c'est de séparer les comptes sets également en fonction des canaux de vente e-commerce. Par exemple, vous avez votre propre site, vous mettez un compte set spécifique, vous vendez sur une marketplace, une plateforme, eh bien, vous mettez un compte set spécifique. Ce qui va permettre, eh bien, ensuite, troisième étape, de faire ce que l'on appelle du pilotage comptable. Le pilotage comptable, c'est de se dire que eh bien, la comptabilité, c'est pas seulement une obligation légale et réglementaire. La comptabilité, c'est aussi un outil formidable pour pouvoir mieux gérer sa comptabilité. Et donc, le fait de bien séparer les ventes par canal de vente, eh bien, vous l'avez compris, on va pouvoir identifier quel est le canal qui fait le plus de chiffre d'affaires, et ensuite le canal qui fait le plus de marge. La marge qui va être le chiffre d'affaires moins les dépenses qui sont affectées à la typologie de canal de vente que vous aurez choisi. Effectivement, et ça sert aussi pour le marketing, puisque du coup on va pouvoir peut-être accentuer des ventes. Si on se rend compte qu'on vend plus sur un canal, on pourra faire peut-être plus de publicité sur ce canal-là pour augmenter du coup son chiffre d'affaires, ses marges, etc. Donc les chiffres, même du coup quand on n'est pas expert comptable, c'est extrêmement important pour bien piloter son entreprise.
Et donc on arrive ensuite à une sécurisation fiscale. Et oui, dernier point important, juste un tout dernier point sur le pilotage comptable, si tu me le permets, au niveau de la caisse enregistreuse. Est-ce que quand on a un site e-commerce, on a l'obligation d'avoir une caisse enregistreuse? La réponse, eh bien, c'est la règle de droit commun qui s'applique. Et donc, pour toutes les questions que vous vous posez en e-commerce, eh bien déjà, posez-vous la question, est-ce que dans le droit commun, je devrais avoir une caisse enregistreuse? La réponse, eh bien, si vous vendez en B2C, c'est-à-dire à des particuliers, et que vous vendez des biens, eh bien, il faut une caisse enregistreuse. Que vous soyez en e-commerce ou en boutique physique. Donc ça, du coup, je vous invite à regarder sur votre CMS, par exemple, eh bien, comment est gérée la caisse enregistreuse. Est-ce que le CMS permet d'avoir toutes les obligations en lien avec la caisse enregistreuse? Même question, on en parlait justement ce matin. Est-ce qu'on a l'obligation d'émettre des factures quand on fait de l'e-commerce? La réponse, elle est oui, évidemment. Dans les règles de droit commun, on ne se poserait pas la question, on ferait des factures ou des tickets de caisse si on avait une caisse enregistreuse. Même si on vend 200 biens par jour. 200, mais évidemment. Ça fait beaucoup de factures. Ça fait beaucoup de factures. C'est donc pour ça qu'il va falloir automatiser au maximum. On va pas pouvoir se palucher les factures toute la nuit en direct quand les clients nous envoient à 2h du matin le dimanche leur commande de biens. Donc évidemment, il va falloir automatiser au maximum, ce qui revient à un bon pilotage comptable. Plus on va automatiser, plus on va renforcer les contrôles et donc plus on sera sécurisé. Ce qui nous amène à la sécurisation fiscale. La sécurisation fiscale qui est un point quand même important. Et le premier point d'alerte, eh bien, c'est au niveau de la TVA. Alors la TVA, déjà, il va bien falloir différencier deux typologies de TVA. La TVA quand vous vendez des biens et la TVA quand vous vendez des services. Parce que oui, l'exigibilité de la TVA, c'est-à-dire la collecte de la TVA, n'est pas exactement la même. Quand on vend des biens, par exemple, eh bien, ça va être au moment de la livraison que la TVA est exigible. Donc la date que vous aurez mis sur la fameuse facture. Et donc quand on est sur des prestations de services, eh bien là, cette fois, c'est à l'encaissement que la TVA est exigible. Donc du coup, il peut y avoir des décalages qui sont quand même importants. Et d'ailleurs, les brigades de l'administration fiscale eh bien, sont très vigilantes, notamment sur cette exigibilité de la TVA. Donc il faut faire vraiment attention à ça. Et alors, ce qui est très amusant dans la TVA, c'est qu'il y a une troisième typologie de TVA qui existe en e-commerce, c'est la TVA sur les prestations de services en ligne. Prestations de services en ligne, eh bien, ce sont des prestations qui peuvent être faites uniquement par Internet. Par exemple, si vous achetez de la musique en ligne sur une plateforme, vous ne pouvez pas aller dans une boutique physique pour aller acheter de la musique. Si vous faites du e-learning, par exemple, eh bien, vous ne pouvez pas aller dans un centre de formation et aller physiquement faire du e-learning dans un centre de formation. Donc tous ces éléments-là, eh bien, ces prestations de services en ligne ont un régime particulier. C'est la particularité de la TVA en e-commerce. Et donc dans ce cas-là, la particularité, c'est quoi? C'est que la TVA qui est à collecter, c'est la TVA du preneur, c'est-à-dire la TVA du client. Donc si vous vendez en Belgique, il faut prendre la TVA belge, si vous prenez en Allemagne, c'est la TVA allemande, etc., etc., etc. Donc ça complexifie un tout petit peu, mais heureusement, l'administration fiscale et notamment la Commission européenne, etc., ont un objectif qui est hyper important, c'est de lutter contre les fuites de recettes fiscales. Et donc du coup, ils ont créé un espace qui s'appelle le MOS, Mini One Stop Shop, ce qui permet de déclarer toutes les TVA de tous les pays sur un seul endroit. Et ben oui, c'est quand même plus pratique. Tout ça, tout ce que je vous raconte, c'est jusqu'au 30 juin 2021. Et oui, énorme évolution. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe un truc de dingue. 1er juillet 2021, grosse évolution en matière de B2C et en matière de TVA. Et donc, je vous invite à faire extrêmement attention en préambule. Ma remarque, elle est vraiment de faire attention en préambule de ça. Faites attention dans vos lectures. Lisez bien des lectures extrêmement récentes. D'un jour au lendemain, il peut y avoir de grosses évolutions. On est encore en énorme évolution. Je parle notamment de la TVA sur les biens importés qui est en train d'évoluer, notamment sur les ventes de biens également, puisque l'objectif est de pouvoir utiliser le MOS également pour les ventes de biens, et ça va s'appeler cette fois OS. Donc, les ventes de biens, il y a une grosse évolution qui arrive là, au 1er juillet 2021. Donc, faites attention, soyez bien conseillés et surtout, lisez l'information fiable sur cette information. C'est extrêmement important.
Voilà sur les éléments un peu amusants hein, qu'on peut avoir en matière comptable et en matière fiscale. Alors une fois qu'on a bien sécurisé tous ces éléments-là, une fois qu'on a un bon partenaire qui nous permet de bien sécuriser tout ça, eh bien on va pouvoir aller encore plus loin et on va pouvoir développer une véritable stratégie. Oui, une stratégie de communication en fait. Exactement. Alors est-ce que tu peux nous en parler alors ? En fait, la stratégie de communication, là, je l'ai découpée en 6 parties. Mais tout d'abord, c'est de bien s'organiser. Effectivement, c'est extrêmement important de pouvoir préparer son site internet. Tu l'as dit tout à l'heure sur la partie comptable, mais même sur la partie commerciale que j'ai fait précédemment. Encore sur la communication, il faut bien préparer son site internet, faire un cahier des charges. Et même si c'est vous qui avez réalisé le site internet, même si vous ne passez pas par un prestataire, même si c'est vous, c'est important de préparer en amont son site pour pouvoir déjà être sûr qu'il sera évolutif et éviter des frais qui vont arriver peut-être au bout de 3 à 6 mois si vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui ne sont pas correctes. Donc l'organisation, c'est déjà la première étape, c'est extrêmement important. Ensuite, on va parler d'esthétique aussi. Tout à l'heure, je vous parlais du X-Design, de faire en sorte que le consommateur puisse facilement évoluer sur la plateforme. C'est aussi extrêmement important que le site soit joli, qu'il soit joli sur un téléphone portable, sur une tablette ou évidemment sur un ordinateur. Donc faites en sorte que votre site il soit dans les critères de votre métier, de votre secteur d'activité et regardez aussi ce que fait la concurrence. C'est extrêmement important de pouvoir regarder un petit peu pour être sûr que en fait on est dans l'air du temps. Soit vous dites je vais faire comme les autres plus ou moins, soit vous dites je vais vraiment disrupter le marché et faire en sorte d'être complètement différent. Et donc là c'est important parce que l'esthétique va pouvoir jouer un rôle là-dessus. Et donc on revient sur la veille, effectivement, donc en regardant les concurrents, on va pouvoir voir aussi ce qui se fait, ce qui se fait pas. Et c'est aussi intéressant lorsqu'on a un métier qui peut être fait dans à peu près n'importe où dans le monde, c'est de regarder ce qui se passe dans les autres pays. Parce que peut-être qu'aux États-Unis, en Allemagne, en Asie, en Afrique, etc., et en fait, il y a des choses qui sont intéressantes qu'on peut importer, qui fera qu'on sera de fait différent des Français concurrents, puisque on aura une approche qui sera d'un autre pays. Une autre chose aussi qu'on va regarder sur son site internet et donc pour piloter sa stratégie marketing, ça va être les indicateurs. Il y a énormément d'indicateurs. Alors le conseil, c'est d'en choisir 3 ou 4, 5 maximum pour ne pas non plus être derrière son ordinateur et à ne piloter que des chiffres parce que votre métier, ce n'est pas ça. Votre métier, il est dans le savoir-faire d'un service, la création d'un produit, etc. Ces indicateurs, en fait, pour moi, certains qui sont extrêmement importants, qui vont aussi jouer sur Google, sur le référencement, notamment dans les moteurs de recherche, Google, Bing, etc. Ça va être le taux de rebond. Le taux de rebond, en fait, faut se mettre à la place du moteur de recherche. Vous faites une recherche sur un mot spécifique, par exemple, on cherche des chaussures à Angers. Et du coup, le but du moteur de recherche, c'est vous donner la réponse qui va vous apporter le plus de satisfaction. Donc, il va calculer le temps que vous passez sur le site sur lequel vous avez cliqué. Donc, si vous êtes très bien référencé en tant que vendeur de chaussures, mais que vous êtes à Marseille et que vous apparaissez pour une recherche sur Angers, du coup, le consommateur va être déçu. Il va tout de suite sortir de votre site internet, donc votre note va être dégradée, donc vous serez moins bien référencé. Donc, c'est important de voir le taux de rebond. Le taux de rebond, c'est vraiment le temps que va passer l'internaute sur la page sur laquelle il a cliqué. Et donc, il faut que sur cette page, il y ait des éléments nécessaires comme des vidéos, parce qu'on va passer plus de temps à regarder une vidéo que le lire un texte, donc ça va faire gagner du temps sur la page. Qu'on ait tout de suite les mots-clés qui soient très très lisibles, notamment tout en haut du site internet pour qu'on puisse bien comprendre qu'on est sur la bonne page avec les bons mots qu'on a cherchés, etc. Et puis après, avoir peut-être une liste à puces. Ça, c'est aussi bien pour Google, parce que du coup, tout de suite, on peut voir quelques éléments qui vont nous donner une sorte de petit résumé de ce qu'on pourra lire ensuite. Et ça nous permet visuellement de valider qu'on est bien sur la bonne page avec les bonnes informations. Un autre indicateur qui est aussi important, ça va être le nombre de visites. Est-ce qu'on a un nombre de visites important sur plusieurs pages? Est-ce que les gens vont, une fois qu'ils ont vu une page, voir une autre page? Est-ce qu'ils vont aller jusqu'aux achats? Est-ce qu'ils vont valider leurs achats? À quel moment est-ce qu'ils partent, etc. Tout ça, ça vous permettra de piloter votre stratégie et éventuellement, en fait, de pouvoir faire des publicités. Et donc là, on va arriver dans une autre... T'as une question? Oui, alors sur les indicateurs, alors permets-moi de parler un peu de comptabilité encore un petit peu, mais du coup sur les indicateurs, il y a aussi les indicateurs comptables. Et les indicateurs dont tu parles, c'est notamment depuis le site e-commerce, on va avoir énormément d'informations, et tous ces indicateurs sont extrêmement intéressants, et également pour l'expert comptable. C'est-à-dire que quand vous allez envoyer vos informations, vos documents, eh bien n'hésitez pas également à transmettre à votre expert comptable
comptable les informations en lien avec le site e-commerce. Pourquoi? Parce qu'il y a les indicateurs de chiffre d'affaires, il y a les indicateurs de retour sur les stocks, etc., etc. Et donc, c'est extrêmement intéressant et important de faire ce qu'on appelle des cadrages. Le fait de faire des cadrages, c'est-à-dire de bien vérifier que les éléments qui sont dans la comptabilité sont bien conformes avec ce que l'on appelle le système de gestion et donc votre site e-commerce. Et donc, les cadrages sont essentiels en e-commerce et alors, je ne veux pas dire que c'est plus important que dans les autres secteurs ou dans les autres canaux de vente, évidemment. Néanmoins, pour l'e-commerce, c'est vraiment important. Et plus vous allez donner les informations à votre expert comptable, plus il va pouvoir établir des cadrages, plus il va pouvoir sécuriser les éléments. Et donc, plus il va pouvoir vous conseiller derrière dans votre stratégie, dans votre développement, vous fournir des indicateurs. On a eu, évidemment, les prévisionnels de trésorerie, hein, par exemple, depuis un an, qui sont absolument considérables. Eh bien, plus on va donner des informations et des indications à l'expert comptable, plus il aura matière, grâce à ses compétences comptables, fiscales, gestion, etc., à vous donner des éléments d'information. Donc les indicateurs et les cadrages, c'est vraiment important en comptabilité et puis en matière de TVA également et de fiscalité, c'est extrêmement important. Je rebondis d'ailleurs sur un point. Dès lors que vous créez votre société sur l'e-commerce, eh bien veillez à bien donner les informations en temps réel à votre expert comptable. C'est hyper important et d'autant plus dans l'e-commerce. Étienne, tu nous disais tout à l'heure 500 ventes par jour, bah oui, c'est quelque chose qui peut être relativement classique quand on fait de l'e-commerce. Eh bien, ça nécessite d'avoir une information actualisée, entre guillemets, en temps réel. Alors, quand je dis en temps réel, c'est pas forcément à la seconde, évidemment. Ça peut être à J+3, à J+7, ce qui permet, eh bien, à l'expert comptable d'avoir les informations pour vous alerter en cas de soucis, de problèmes. Eh bien, à quelques jours près, eh bien, on va pouvoir régulariser la situation. Je pense notamment à une autre typologie de déclaration en matière fiscale, dont on n'a pas parlé spécifiquement, qui sont les DEB et les DES, les déclarations d'échange de biens et déclarations européennes de services, quand on fait de la vente en Europe ou dans le monde. Et bien là, du coup, il faut une information qui est en temps réel, puisque les DB, DES, il faut les envoyer très rapidement après la fin du mois. Donc c'est pour vous dire, hein, une alerte, si vous êtes là en train de créer, en train d'imaginer la création, eh bien pensez tout de suite à développer un système qui permet de donner des informations rapides à l'expert comptable pour qu'il puisse vous aider correctement, quoi. Effectivement, et en fait, ces informations, elles vont vraiment pouvoir nous aider à piloter, donc que ce soit comptablement, etc. En fait, on est un petit peu en test and learn. Il faut se dire que lorsqu'on va créer son site, son entreprise, il faut tester, évoluer, évaluer et du coup faire évoluer ce qu'on aura fait pour essayer d'avoir le plus de ventes possible. Et donc ça nous amène aussi la publicité, parce que c'est important de pouvoir faire connaître son site internet, parce qu'on a beau avoir le meilleur site du monde, le meilleur produit, si personne ne sait qu'on existe, du coup ça sert pas à grand chose. Et donc on va pouvoir travailler sur plusieurs éléments. On va avoir les pubs sur Google notamment pour pouvoir arriver sur tout en haut de la page lorsqu'on fait une recherche. On va aussi avoir tout ce qui est de publicité sur les réseaux sociaux, et puis également la vidéo qui est un vecteur extrêmement important, puisque la vidéo c'est un média qui a capté l'attention et qui va pouvoir faire passer beaucoup d'informations en très peu de temps. Donc c'est après à vous de voir qu'est-ce qui est important par rapport à votre secteur d'activité, par rapport au budget que vous avez, pour pouvoir faire le dispatch entre est-ce que je fais du référencement, est-ce que je fais des vidéos, est-ce que j'appartiens aux réseaux sociaux, etc. Alors, sans vouloir te faire prêcher pour ta chapelle, mais est-ce que la vidéo c'est important? Moi j'y ai pensé, moi je suis entrepreneur, etc. J'ai envie de donner plein d'infos à des clients. Est-ce que la vidéo c'est vraiment si intéressant que ça? Est-ce que c'est pertinent de faire de la vidéo quand on vend des biens, quand on vend des services sur Internet? Alors, la vidéo, elle est extrêmement importante parce que elle va permettre de crédibiliser le discours, elle va permettre aussi de rassurer. On va voir les choses, on va voir les personnes qui font, etc. Donc c'est quelque chose qui est assez rassurant pour le prospect. Il y a une explosion aujourd'hui des vidéos. On a des téléphones portables qui sont de très bonne qualité et sans forcément passer par un professionnel, en fait, vous pouvez déjà vous commencer à faire des vidéos. Une autre chose aussi, en fait, on se rend compte que tous les réseaux sociaux, mis à part un seul qui était uniquement sur la voix, mais tous les réseaux sociaux sont
avec la vidéo et donc ils se mettent sur les stories, sur les fils d'actualité, on voit des vidéos de partout et en fait vu que ça bouge, ça attire l'attention et on va commencer à regarder. Le deuxième moteur de recherche après Google, c'est YouTube, il faut pas l'oublier. YouTube, en fait, on va s'informer, on va se divertir, on va apprendre des choses, etc. Donc c'est à prendre en compte dans sa stratégie. Bon, tu prêches pas mal pour ta chapelle, mais en même temps, tu as raison. Et c'est vrai, la vidéo, c'est quelque chose qui peut être assez simple à mettre en place. Et le véhicule est vraiment intéressant puisque ça montre aussi l'authenticité de l'entrepreneur. Je trouve que c'est vraiment pertinent pour ça, donner un message direct et de l'authenticité dans le produit, le service que l'on va vendre. Et donc, forcément, même moi, en tant que consommateur, eh bien, ça me rassure quand je vois ce type de vidéo qui va montrer la réalité de ce qui se passe chez cet e-commerçant. Ou alors le témoignage client qui va pouvoir rassurer sur un service précis. Et en parlant d'authenticité, on peut aussi arriver sur une stratégie et intégrer le RSE. Même quand une petite entreprise, en fait, on peut faire du RSE. Le RSE, c'est pas simplement réservé aux grands groupes. Par exemple, c'est avoir des serveurs pour héberger le site internet qui font en sorte de compenser leurs émissions d'effets de serre. C'est par exemple de replanter des arbres pour essayer aussi de compenser. C'est de privilégier les transports doux, d'avoir des collaborateurs qui vont venir en vélo, de venir à pied au bureau. Tout ça, en fait, ça fait partie du RSE et de plus en plus, en fait, ça va être demandé par le consommateur qui veut aussi avoir une consommation plus responsable. Et donc, c'est important de pouvoir montrer ses engagements et dire que voilà, vous avez peut-être des produits qui sont en matière recyclée, en partie ou en totalité. Mettez tout ça en avant parce qu'en fait, ça pourra faire peser la balance. On parlait de différenciation tout à l'heure, de faire différent de la concurrence, en fait. Et ça peut être un élément extrêmement important. Si vous êtes un nouvel arrivant dans votre domaine, le RSE bien marketé, en fait, sera vraiment assez puissant comme levier. Bien d'accord avec toi, Étienne. Je fais une petite pause là parce que du coup on a des questions qui nous arrivent en direct. D'ailleurs, chers téléspectateurs, n'hésitez pas à utiliser le chat, à parler aussi entre vous, entre auto-entrepreneurs, entre entrepreneurs de l'e-commerce. N'hésitez pas à utiliser le chat pour exprimer des choses, peut-être proposer des éléments. Le chat est là pour vous et l'onglet questions, évidemment, est là pour vous également. Donc je rebondis notamment sur une question. Une question qui était sur des sources fiables quand il y a des évolutions, notamment réglementaires et des évolutions juridiques. Alors, je vais y répondre maintenant parce que c'est vraiment un point important. Il y a plusieurs sites internet qu'il faut absolument consulter quand on est un e-commerçant. Vous avez le site de la FEVAD, notamment, qui est extrêmement intéressant et qui donne de l'actualité sur l'e-commerce. Comment tu l'écris ? FEVAD. Mais tu as bien raison. Peut-être que j'ai fourché sur le F, donc ce qui aurait pu être difficile à récupérer, ouais, effectivement. Il y a le site de l'OCDE également qui est intéressant. Vous avez le site de la Commission européenne, parce que tout vient de la Commission européenne dans les évolutions européennes. Et puis vous avez également tous les sites institutionnels. Je pense par exemple au site de l'Ordre des experts comptables, qui a des bouquins sur l'e-commerce, qui publie régulièrement des articles dans la revue française de comptabilité. Donc c'est des éléments, faites bien attention à avoir des informations fiables sur les sites institutionnels. Il y a évidemment les sites du gouvernement, impôts.gouv.fr sur la partie professionnelle. Vous avez servicepublic.fr évidemment qui est extrêmement intéressant également. Donc voilà un panel, un premier panel de sites qu'il est intéressant de consulter régulièrement pour s'assurer qu'on a la bonne information fiable au bon moment. Effectivement, il faut que ce soit des sites officiels. Ça, c'est extrêmement important de se dire que c'est pas une information sur Facebook qui va faire foi. Vraiment, voyez les sites officiels pour vous renseigner et surtout demander à votre conseil qui pourra lui être au courant en tout cas de l'information. Alors, du coup, c'est une belle transition parce que on a parlé de marketing, on a parlé de stratégie, etc. Mais là, la partie la plus importante, c'est avant de se créer, quels sont les choix qu'on peut faire en termes de statut, etc. Le juridique, c'est un peu un contrat de mariage qui fait que si tout se passe bien, tant mieux, on n'en aura pas trop besoin. Mais si ça se passe mal ou alors si on a des évolutions, c'est extrêmement important d'être bien armé avant. Et donc ça, c'est toi qui vas pouvoir nous en parler.
La transition est toute trouvée pour la question qui a le plus grand score actuellement hein, sur le chat. Ah non, pardon, il y en a une autre qui est passée par-dessus du coup depuis. Bon, c'est pas grave, hein, c'est la magie du direct. Il y en a une autre qui était assez importante, qui était de se dire, eh bien, quand je développe à l'international, eh bien, comment je vais faire pour protéger notamment ma marque. Et ça, je rebondis pour vous dire, faites attention effectivement à ça, au niveau de la marque. Si vous allez avoir un développement à l'international, c'est hyper important de bien sécuriser votre marque, le développement du branding, etc. Et donc, allez voir un avocat. Allez voir un avocat, comme pour la compta, on voit un expert comptable, et bien pour tout ce qui est juridique, le droit des contrats, les conditions générales de vente sur votre site internet et la protection intellectuelle et notamment la protection de votre marque, eh bien il faut absolument aller voir un avocat pour ça, pour s'assurer que tout est bien mis en place. Parce que c'est au démarrage qu'il faut y penser. C'est au démarrage, on disait tout à l'heure, le site internet c'est un investissement, eh bien la sécurisation juridique c'est aussi un investissement sur le long terme pour s'assurer qu'on ne va pas faire des erreurs sur l'avenir. Et c'est pas quand ça va exploser, quand vous allez vous développer peut-être dans les régions déjà de France, puis dans toute l'Europe, puis dans le monde entier, eh bien malheureusement c'est pas forcément à ce moment-là qu'on a le temps d'aller voir un avocat et puis d'expliquer tous les éléments. Et ça coûte beaucoup plus cher aussi souvent. Ah mais complètement, bah, déjà les erreurs coûtent cher, ça c'est clair. L'erreur coûte cher au départ, et puis après s'il faut faire tout à la hâte, eh bien oui ça coûte cher évidemment. Alors d'ailleurs j'ai une petite anecdote, donc je vous disais au début hein, que j'ai créé un site e-commerce durant le confinement. Du coup on a cherché un nom, on avait un nom qu'on aimait beaucoup, sauf que quand on a voulu chercher à l'international, alors il faut se dire que l'e-commerce on est dans le monde entier, c'est pas parce que on est sur internet et qu'on cible des compatriotes et qu'on reste sur la France qu'en fait on n'est pas ouvert au monde entier. Et donc dès qu'on va déposer une marque, on est forcément ouvert aux Américains et autres, et donc nous on avait trouvé un super nom mais qui sonnait comme un dépôt de marque d'Apple. Donc, au lieu de faire une grosse bêtise et d'avoir à tout fermer, on a changé de nom. Ça nous a pris un peu plus de temps, mais surtout on a sécurisé parce que c'est extrêmement important de ne pas avoir à faire ça dans 6 mois, une fois qu'on a fait la communication, etc., qu'on a commencé à vendre. Parce que si vous avez des clients qui commencent à acheter chez vous et que vous changez de nom, que vous changez de nom de domaine, c'est le pire. Vous disparaissez, vous ne retrouvez plus. Comment est-ce que vous faites ? Et vous n'avez plus du tout de business. Je dois dire que tu as été bien conseillé sur ce sujet. Tout à fait. Alors revenons sur les particularités juridiques justement, et plus précisément sur le choix de la forme juridique, ce qui va me permettre de répondre à une des top questions qui a été posée sur l'auto-entrepreneur, hein, justement. Le choix de la forme juridique, l'auto-entrepreneur, la comptabilité, hein, pour répondre à la question qui était comment je fais une compta d'auto-entrepreneur. La compta d'auto-entrepreneur, elle est relativement simple puisqu'elle est en lien avec la gestion de la trésorerie et elle est en lien uniquement avec l'encaissement. Donc vous pouvez faire appel à un expert comptable si vous souhaitez sécuriser les éléments. Ce n'est bien entendu pas nécessaire ou pas obligatoire. Pour une auto-entreprise, je veux dire, si vous avez besoin, bien sûr, vous pouvez demander, mais c'est pas forcément obligé. Vous utilisez tous vos encaissements, vous déclarez les encaissements et c'est bon. Par contre, dès qu'on va choisir une forme juridique sous forme de société, eh bien là, la comptabilité devient un petit peu plus compliquée. Et là, eh bien, effectivement, le recours à un expert comptable, sauf si, évidemment, vous avez des compétences en la matière, eh bien, l'expert comptable est d'un sérieux conseil, puisqu'il va sécuriser la comptabilité, la fiscalité, la TVA, etc., hein, comme on en a parlé tout à l'heure. Donc, le choix de la forme juridique, est-ce que c'est judicieux d'être un auto-entrepreneur ou un micro-entrepreneur hein, quand on fait de l'e-commerce? Alors, si déjà la micro-entreprise, c'est intéressant quand on veut se tester. C'est pas une finalité d'être auto-entrepreneur. Donc, on se teste, on voit si ça fonctionne, etc. Et puis, quand ça fonctionne, hop, tout de suite, eh bien, on va passer en mode de société. Là, il y a énormément, hein, tu disais tout à l'heure que tu as eu cette idée d'e-commerce, énormément d'entrepreneurs et puis même de salariés, hein, pour arrondir ses fins de mois, etc., qui ont développé des petits sites internet et puis ça monte. 10 000 euros, 20 000 euros de chiffre d'affaires, tac, et on arrive très rapidement aux fameux 30 000 euros de chiffre d'affaires. Et donc, on se dit, tiens, est-ce que je crée une boîte, est-ce que je crée pas? Moi, j'ai envie de vous dire, ne vous posez pas de questions. S'il y a eu une belle progression en plein confinement, en pleine pandémie, bon, il y a quand même une chance que ça continue et que ça marche plutôt pas mal. Donc, du coup,
pensez, avant d'arriver ric-rac au dépassement des seuils, eh bien pensez à cette création de société. Alors création de société URL, SARL, SASU, SAS, peu importe, il y a des conditions de choix. Et ça encore, faites-vous conseiller. Ne lisez pas les discours de bistrot qu'il peut y avoir entre le choix de la SARL ou la SAS. Il y a des règles particulières, il y a des avantages dans chacune des sociétés. Donc soyez bien conseillés. Encore une fois, eh bien, si on choisit la bonne structure au départ, eh bien, ça permet de bien assurer l'avenir. Bien sûr, on peut faire des transformations, etc. à l'avenir, mais soyons sécurisés au départ. Faites appel à des vrais conseillers qui vont vraiment vous aider et vous apporter des vraies réponses. Donc faites attention au discours de bistrot, j'insiste là-dessus, parce qu'il y en a énormément. La SARL, c'est pas nul du tout, et la SAS, c'est pas toujours le bon choix. Pour être clair, il y a des conditions qui font que l'un ou l'autre, eh bien, potentiellement est plus intéressant. En fonction de votre statut à vous, si vous êtes déjà salarié, si vous n'êtes pas salarié, en fonction des statuts que vous allez mettre à l'intérieur. Est-ce que vous voulez faire mettre des investisseurs, quand on fait de l'e-commerce, ça peut arriver qu'on souhaite ajouter des investisseurs dans notre capital. Eh bien là, c'est exemple de quelques questions à se poser quand on va choisir l'une ou l'autre de ces structures. Donc c'est un point qui est vraiment important, vraiment structurant pour l'avenir de cette société e-commerce. Alors ensuite, l'actualité juridique. Bah ouais, parce que l'e-commerce, c'est le canal de vente du 21e siècle. On l'a vu avec la fiscalité, ça évolue depuis à peu près 2004. Il y a des évolutions en matière fiscale qui sont énormes. Grosse évolution en 2015-2016 déjà. Et puis là, vous voyez, juillet 2021. Alors pourquoi juillet 2021 ? Pourquoi en plein milieu d'année ? Ça devait être en janvier, mais à cause de la pandémie, ça a été reculé. Mais du coup, eh bien, l'administration en a profité pour affiner justement ces règles-là. Eh bien, au niveau juridique, c'est pareil. Au niveau juridique, c'est pareil. La loi numéro 1 de l'e-commerce, c'est la LCEN, la loi pour la confiance dans l'économie numérique, qui date de 2004. Alors vous imaginez, 2004, on était déjà en train de se dire, c'est quoi de l'e-commerce ? Ça a donné les bases. C'est quoi de l'e-commerce ? C'est quoi les droits de l'e-commerçant ? C'est quoi les devoirs de l'e-commerçant ? Je vous invite à lire quand même cette LCEN de 2004, notamment l'article 11, qui donne les règles de ce que c'est qu'un e-commerçant. Et puis ensuite, eh bien, tout un tas de règles qui arrivent depuis 2004 et jusque-là aujourd'hui. Une règle qui est importante, une loi qui est importante, c'est notamment la loi Hamon. La loi Hamon, alors qui commence à dater un peu, de 2014, donc on commence à avoir compris tous les tenants et les aboutissants de la loi Hamon. Néanmoins, il y a un point qui est extrêmement important dans la loi Hamon, c'est le délai de rétractation. C'est-à-dire le délai à partir duquel le client peut se rétracter, c'est-à-dire vous renvoyer le bien parce que finalement ça lui plaît plus. Eh bien, le délai de rétractation grâce à la loi Hamon, il est porté à 14 jours. Et ça, c'est un élément qui est hyper important pour votre gestion, et notamment votre gestion de trésorerie. Est-ce que là, j'ai une question. C'est-à-dire que pendant 14 jours, l'argent que j'ai sur mon compte, il en fait n'est pas à moi. Mais exactement. C'est-à-dire que pendant 14 jours, potentiellement, le client, il va te demander de rembourser. Et donc ça, en matière de gestion de trésorerie, c'est extrêmement important. Il faut prévoir que potentiellement, vous allez avoir un retour, et au démarrage, on ne sait jamais. On peut avoir 70-80% de retour. C'est pas grave si on a prévu. C'est vraiment important. Donc prévoyez cette trésorerie avec un délai de 14 jours à chaque fois dans vos prévisionnels de trésorerie là. Eh bien prévoyez potentiellement qu'il y ait des retours parce qu'il va falloir rembourser rapidement après le client. Et donc si on a les fonds, il n'y a pas de problème. Si on n'a pas prévu à l'avance, eh bien là c'est là que ça pose un véritable problème. Donc la gestion de la trésorerie, c'est le nerf de la guerre de tous les entrepreneurs de manière générale évidemment, mais des e-commerçants d'autant plus parce qu'il y a ce délai de rétractation qui est extrêmement important. Il y a d'autres lois qui sont arrivées après la loi Hamon, notamment une dont j'aimerais parler quelques millisecondes, c'est le RGPD. Qui date de 2018, qui est le règlement européen pour la protection des données. Eh bien oui, quand vous êtes e-commerçant, vous allez récupérer des données personnelles de vos clients, notamment le nom, le prénom, la date de naissance, la carte bancaire, etc. Mais bien sûr, mais évidemment. Et donc du coup, on est soumis au RGPD quand on est un e-commerçant. Donc faites attention de bien respecter les règles du RGPD, les conditions, qu'est-ce qu'il faut prévoir, comment protéger les données, etc. Donc ce qui nous amène aussi à la sécurisation.
La sécurisation juridique, mais aussi la cybersécurité. Vous savez, quand on est e-commerçant, eh bien, on n'est potentiellement pas épargné par la cybersécurité. Faites attention à cela aussi. Et ce sera mon tout dernier conseil là-dessus, c'est de bien prendre des assurances spécifiques en matière d'e-commerce. Les assurances que l'on appelle data risk. Donc faites attention à ça également. Eh bien, ça vous permet de vous protéger contre les pertes de chiffre d'affaires si vous êtes hacké, ce qui peut arriver, évidemment, pour tous les entrepreneurs. Mon cher Étienne, je crois qu'il est 11h43. Est-ce que tu as un dernier message peut-être à passer à nos entrepreneurs qui nous écoutent ce matin ? Je pense que le message que j'aimerais passer, c'est qu'il faut vraiment savoir anticiper. Et c'est l'anticipation, c'est en prenant le temps avant de se jeter tout de suite dans la vente, dans la création de son site et de son entreprise. C'est de prendre le temps de la réflexion pour déjà bien se positionner et ensuite pouvoir du coup s'entourer également de conseils. Que ce soit l'expertise comptable, les avocats, les entreprises partenaires qui peuvent créer le site internet, etc. C'est important de pouvoir prendre le temps, bien analyser, s'entourer de professionnels qui vont vous donner des conseils, qui vont vous faire gagner beaucoup de temps. Alors effectivement, ça coûte de l'argent, mais en fait, le temps que vous ne passez pas à faire votre site, à regarder toutes les statuts, toutes les lois, etc., et en fait, c'est le temps que vous passez sur votre vrai business, et c'est ça votre plus-value, votre vraie valeur ajoutée. Je rebondis sur juste ce message-là, d'être bien entouré, c'est extrêmement important. Ça coûte moins cher d'être bien entouré que d'attendre. Et le tout dernier point, de bien savoir s'informer. On a parlé des sites internet, on parle des réseaux sociaux également. Mais les réseaux sociaux, évidemment, institutionnels, officiels. Allez sur LinkedIn, par exemple, il y a des groupes qui sont extrêmement intéressants. Donc renseignez-vous, mais uniquement sur les informations officielles. Un grand merci à tous pour votre écoute. Merci beaucoup. Et on vous redonne la parole. Bravo et merci pour votre belle énergie. Je pense que ça aurait pu durer beaucoup plus longtemps. C'était très intéressant d'avoir votre double regard, le regard donc du créateur d'un site e-commerce et celui de l'expert comptable. Et on comprend mieux en fait le duo entrepreneur et conseiller expert comptable parce que on voit très bien que pour développer son site de e-commerce, on a besoin d'avoir des informations comptables, fiscales, juridiques. Ça bouge. Vous l'avez dit, 1er juillet 2021, grosse évolution donc sur la TVA pour les sites d'e-commerce. Donc il faut évidemment obtenir des conseils pour, comme vous l'avez très bien exposé, se concentrer sur son métier premier qui est celui du développement de son activité. Merci beaucoup. On va retrouver dans quelques instants de nouveaux invités. On va s'intéresser à une région qui est l'Occitanie qui vous tend les bras et qui vous invite à investir sur place et notamment reprendre une entreprise. C'est tout de suite à 12h. Merci.